Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Mille Fêtes. Cette semaine, l'émission sera en français et aura pour principal objectif de mieux vous édifier sur le bilan de l'action du gouvernement au cours de l'année dernière et les perspectives d'exécution de la politique générale du gouvernement. Quelles étaient les priorités du gouvernement au cours de 2015? Qu'est-ce qui a été réalisé en termes d'infrastructures, d'acquisition d'équipements, de routes, de ports, d'aéroports? On parlera aussi de la croissance et des performances économiques et financières, de la maîtrise du taux d'inflation, de l'apport des secteurs porteurs, notamment ceux des mines et de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et nous n'oublierons pas d'évoquer les voies et moyens entrepris par le gouvernement pour promouvoir un climat d'entente nationale et d'ouverture politique permanente. Toutes ces questions, nous les aborderons avec mes invités que je m'empresse de vous présenter. À ma gauche, M. Zeni Oulahmel Hadi, député, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Nous avons aussi avec nous M. Mamadou Amadou Khan, chargé de mission, chargé du projet gaz au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Mohamed El Hanin, qui est conseiller technique au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Nous aborderons l'ensemble de ces sujets suivant trois thèmes, et plus exactement trois axes. La consolidation des fondements de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique est le premier axe. Le deuxième axe est l'émergence d'une économie compétitive et génératrice de croissance partagée. Et le troisième et dernier axe est le développement des ressources humaines et l'élargissement de l'accès aux services de base. Mais avant cela, quelle lecture faites-vous du bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année passée? Cézanne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Moi, je pense que l'année passée est une année très particulière et qu'elle veut dire beaucoup parce que c'est l'année 2015, donc c'est la dernière année de mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui constitue, comme vous le savez, le cadre de développement économique et social du pays. C'est également la dernière année des objectifs du développement pour les mineurs. Donc c'est une année charnière où le gouvernement devait mettre les dernières touches à sa politique pour se rapprocher le plus possible des objectifs du millénaire et des objectifs inscrits dans le cadre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Et donc c'est une année où des mesures très courageuses et très ambitieuses ont été prises, notamment en matière, mais c'est également, j'ai oublié de le dire, une année de crise économique mondiale qui consacre un tout petit peu une très forte baisse de la croissance au niveau mondial pour atteindre zéro et peut-être même négative dans certaines économies émergentes. Donc c'est une année assez particulière où le gouvernement a entrepris de très bons efforts qui ont été relatés dans le discours, dans le discours du Premier ministre, qui ont permis notamment de renforcer les acquis en matière sécuritaire, en matière de décentralisation, de développement local, en matière de stratégie sectorielle, mais qui ont également permis le renforcement de l'émergence de l'économie et le passage d'une phase à une autre. Donc le passage de la phase de lutte contre la pauvreté à la phase d'émergence. Donc pour préparer la phase d'émergence de l'économie et éventuellement un décollage vers de nouvelles perspectives économiques. Et dans ce contexte, l'économie a pu résister pour se maintenir à un taux raisonnable, acceptable eu égard à l'environnement économique mondial que je viens de décrire. Et évidemment, un certain nombre de dispositions très intéressantes ont été prises, particulièrement la feuille de route pour la nouvelle stratégie qui va devoir être celle de l'émergence et de la forte croissance pour les années à venir, 2016-2030. Cette stratégie a fait l'objet d'une feuille de route qui a été préparée en fonction d'un certain nombre d'éléments pertinents, comme le recensement de la population, comme l'enquête, comme on appelle les PCV, de conditions de vie des ménages. Donc tous ces éléments pertinents ont permis au gouvernement de préparer une feuille de route pour la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée qui sera celle des années à venir. Cette stratégie devra voir le jour dans les tout prochains mois. Et je l'annonce déjà en cours de préparation au niveau des services du ministère des Affaires économiques.
Et également, sur le plan économique, un certain nombre de mesures, de stratégies ont été mises en œuvre, particulièrement le plan de cadre de dépenses à moyen terme, qui est un cadre glissant qui doit être préparé chaque année, et qu'il est tant bien que mal. En tout cas, ces dernières années, il a connu une certaine régularité, et en particulier l'année passée, et il a été procédé au CDMT 2016-2018, assorti d'un plan d'investissement public. Tout ça permet une visibilité de la dépense et une visibilité de l'économie aux horizons plus ou moins longs. Donc tout cela a fait l'objet, a été consacré, a été réalisé au niveau du ministère des Affaires économiques et du Développement. Il est évident que tout ça s'inscrit dans le cadre d'une politique économique très prudente et d'une gestion rationnelle des ressources. C'est justement ce qui a permis d'orienter les dépenses vers les secteurs productifs, et c'est ce qui a permis à l'économie de rester dans un niveau de croissance raisonnable dans un contexte économique, je le répète encore, mondial, marqué par une forte crise, une très forte crise mondiale et des taux de croissance très bas. Donc cette situation économique a permis à l'État d'abord de s'inscrire dans une logique de développement, particulièrement dans le secteur productif, et de mettre en place tous les outils stratégiques nécessaires à cette émergence économique. Aussi bien sur le plan de la gouvernance, donc de la gouvernance politique, de la gouvernance sécuritaire, la mise en place d'une gouvernance sécuritaire, d'une bonne gouvernance sécuritaire permettant à nos forces armées de sécurité d'assurer la sécurité de nos frontières et à l'intérieur du pays, la mise en place d'un certain nombre d'un dispositif de contrôle biométrique des pièces d'identité, un certain nombre tout un tas de dispositifs qui ont été permis justement par cette stabilité économique. Parce que moi, je pense qu'il faut commencer par la stabilité économique, il faut commencer par l'environnement économique qui a permis tout ceci. D'accord, on abordera ça plus en détail en traitant des différents axes. Monsieur Khan, quelle lecture faites-vous en quelques mots du bilan de la première année d'exécution de l'action du gouvernement? Merci de me donner la parole. Je m'excuse d'avoir une voix enrouée parce que je suis enrhumé depuis quelques jours. Je voudrais rebondir un peu sur ce que disait monsieur le député, que l'année 2015 est également pour nous une année charnière en ce qui concerne les domaines qui me concernent plus directement, c'est-à-dire le département qui couvre les mines, l'énergie et les hydrocarbures. Comme vous savez, c'était une année remarquable universellement du point de vue de la signature de l'accord COP21 à Paris, qui prône un développement durable et en particulier un accès durable à l'énergie. Je voudrais saisir l'occasion pour souligner que démonstration a été faite qu'un pays comme la Mauritanie, qui est un pays relativement petit, au moins modeste, s'est quand même inscrit dans une démarche globale, dans une approche d'excellence. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été fait par des hautes personnalités très crédibles et reconnues au point de vue international. Un panel qui est présidé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui a fait en Afrique de la Mauritanie le pays qui a connu la meilleure croissance en termes de couverture de la demande énergétique. A fait de la Mauritanie un des premiers pays en Afrique, et probablement d'un point de vue plus large, avec des résultats pour l'implantation des énergies renouvelables, donc d'un mix énergétique durable, un des premiers pays avec plus de 30%. Ils sont très rares les pays qui sont au-dessus de 30%. Je voudrais saisir l'occasion pour souligner que
On a l'habitude de dire que les cycles énergétiques sont des cycles de 5 à 7 ans. Ça nous ramène à l'année 2007-2008. Donc ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'un travail de plusieurs années. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ces résultats-là. Ceux qui font le travail sur le terrain, les ingénieurs, les techniciens, les chefs de division, les chefs de service des ministères, les agences d'exécution, les hommes et femmes de Somelec, des agences comme l'Agence d'accès universel ou l'Agence de développement de l'énergie, des énergies de l'électrification rurale, qui ont permis cette croissance-là, qu'on passe par exemple, si je prends juste un exemple sur la production, de 44 MW à plus de 300 MW. Donc on a ajouté 284 MW à 44 MW en 5 ans, 6 ans. En réalité, tout ça est calculé sur une période de 10 ans, mais nous savons tous que ça s'est fait à partir de 2008-2009. Donc ce que je retiens de cette année, c'est que un secteur comme l'énergie, qui est un secteur clé pour la croissance, qui est un secteur clé pour le développement, qui est un secteur clé pour la lutte contre la pauvreté et qui, avant tout, est un secteur clé pour l'amélioration du bien-être des populations, a connu un essor remarquable, et tout cela grâce au travail des Mauritaniens en Mauritanie, avec des ressources qui ont été mobilisées par l'État, des ressources privées. C'est, à mon sens, une approche exemplaire qui pourrait être parfaitement dupliqué dans d'autres secteurs aussi vitaux que le secteur de l'énergie. Je pense que comme j'ai dit, hommage doit être rendu à tous ceux qui ont travaillé sur le terrain pour ça, et cela ne se serait probablement pas fait, ne se serait certainement pas fait sans ce qui a manqué jusqu'à présent pour ce secteur-là, une volonté politique majeure, une mobilisation de tout instant de tout le gouvernement et du président de la République qui a fait des questions de l'énergie des questions prioritaires pour le pays, et je pense que le résultat est très encourageant. Merci. Je m'excuse d'abord parce que, à l'instar de mon collègue de droite, la voix est enrouée. Par rapport à votre question, je voudrais préciser que pour l'année 2015, la première lecture que j'ai du bilan d'activité gouvernementale est que d'abord c'est une année caractéristique parce que déjà se fondant comme ossature principale sur le programme électoral de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, les différentes stratégies et les programmes ont été mis en œuvre pour justement traduire en termes concrets et à travers des réalisations donc sur le terrain les différents programmes, et donc qui se recentrent principalement sur l'amélioration des conditions de vie des populations de façon générale, mais notamment de celles qui sont les plus vulnérables. Mais également, je remarquerai, comme précisé précédemment, qu'une démarcation mérite d'être soulignée, c'est que malgré la situation critique de l'année 2015 pour les pays exportateurs de matières premières, dont les coûts ont fluctué de façon parfois drastique, la Mauritanie, par l'effort d'austérité, par l'effort de bonne gouvernance, a permis de faire aboutir ces différents plans et ces différentes stratégies. Je dirais également que l'année 2015 se caractérise aussi par le fait qu'elle ait été consacrée comme étant année de l'éducation. Et c'est pour la première fois, à mon avis, que nous avons une visibilité nettement plus précise de ce que présente l'enseignement, des perspectives et surtout des orientations très claires en la matière. Je dirais également que malgré une situation parfois quelque peu difficile, les pouvoirs publics ont, par effort de bonne gouvernance, réussi
à mettre en œuvre les différentes stratégies, ce qui a impacté le niveau de vie des populations. Et en fin de compte, je ne manquerai pas de citer qu'à l'occasion du lancement du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, pour la première fois célébré en dehors de Nouakchott, notamment au niveau de la ville de la première zone franche en Mauritanie, Nouadhibou. Le président de la République a également mis en place 2 fonds fondamentaux. L'un, c'est un fonds pour assurer la couverture médicale par rapport à une catégorie de gens très précaires, notamment les dockers, les matelots et les personnes âgées au-delà de 75 ans. Mais également un second fonds qui est extrêmement important, c'est un fonds qui permet justement d'assister les enfants martyrs des martyrs des forces armées et de sécurité nationale, qui leur permettent donc d'être pris en charge et surtout, ce qui est extrêmement important, de pouvoir poursuivre leurs études. Globalement donc, malgré quelques vicissitudes, nous remarquons exogènes, nous remarquons que de façon générale, les différentes stratégies, les différents programmes ont été suffisamment bien pilotés, ce qui a permis donc à la Mauritanie de mettre en œuvre ces différents programmes. Je dirais en fin de compte que également, comme caractéristique de l'année 2015, c'est que la Mauritanie compte désormais parmi les 5 des 10 premiers pays qui ont été consacrés comme étant des pays réformateurs en matière de climat d'affaires. Et en matière de climat d'affaires, donc, comme vous le savez, les réformes entreprises vont certainement développer l'investissement, vont attirer l'investissement et vont développer plusieurs opérations de partenariat public-privé qui certainement ne manqueront pas de booster l'économie avec des perspectives, nous l'espérons, beaucoup plus intéressantes pour l'année 2016. Belle transition pour aborder le premier axe, à savoir la gouvernance publique qui touche tous les domaines et qui constituera le premier axe de notre discussion ce soir. Moi, je pense que à la lecture du discours du Premier ministre, de la déclaration du Premier ministre, et à l'observation des réalisations qui ont été effectuées durant l'année 2015, l'on perçoit donc un raffermissement comme je le disais, de la position sécuritaire de l'État, et donc un raffermissement des forces armées et de sécurité pour assurer la sécurité du territoire, ce qui a permis justement de faire hisser notre pays au peloton des pays de la sous-région, dont l'approche sécuritaire constitue un exemple et qui a donné ses fruits en matière de promotion de l'investissement, qui a donné ses fruits en matière de développement économique et social. Donc un accent particulier a été mis sur la mise à niveau et de notre armée nationale et de nos forces de sécurité, donc pour permettre justement de développer cette approche sécuritaire. Mais également, et parallèlement à cela, l'implication de l'armée dans l'effort de construction nationale, en particulier dans des grands chantiers de routes, dans des grands chantiers de construction d'hôpitaux, etc. Donc pour que c'est plus aussi une vision d'armée de développement qui a été développée au-delà de la notion sécuritaire qui a été largement, de la mission sécuritaire qui est largement remplie par nos forces armées et de sécurité. Sur un autre plan, le système biométrique a été introduit et renforcé par ce qu'ils appellent le programme OBOR, qui est un programme de biométrique d'accès de gestion des frontières, l'introduction du visa biométrique dans les ambassades, tout ceci pour permettre de contrôler les flux, mais aussi bien de contrôler les flux migratoires, mais également de cerner la population dans tous ces détails.
Donc tout ceci constitue un certain nombre d'éléments qui ont été, un certain nombre de réalisations qui ont vu le jour durant l'année 2015. Au plan économique, comme je le disais en introduction, l'année 2015 a été caractérisée par la poursuite des efforts de rationalisation de la gestion des affaires publiques et la poursuite de l'orientation de l'investissement public vers le secteur productif, ce qui a permis justement de garder un taux de croissance acceptable au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et l'année 2015 a vu également, comme je l'ai dit tout de suite en introduction, la préparation de la feuille de route de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui sera la stratégie de développement économique et social 2016-2030. Cette feuille de route aboutit donc à la préparation, qui est en cours, de cette stratégie au niveau des services du ministère des Affaires économiques et du développement. Au plan économique également, au-delà de la maîtrise dont on parlera plus tard, quand on sera dans le deuxième axe, un certain nombre de documents de stratégie importants, tels que donc le cadre stratégique de dépenses, le cadre de dépenses à moyen terme qui a été élaboré 2016-2018, qui constitue le cadre de dépenses pour les 3 années à venir, et le programme d'investissement public également pour les 3 années à venir. Tout ceci constitue des feuilles de route économiques très importantes pour le gouvernement et qui permettent une très bonne visibilité budgétaire pour l'établissement des budgets annuels, et qui sont généralement en matière de finances publiques très importants et qui relèvent d'une bonne orthodoxie et permettent une bonne préparation des budgets annuels. Il est évident que également beaucoup d'autres stratégies ont vu le jour. C'est le cas des stratégies d'industrie, des stratégies de commerce. Et sur le plan au niveau des infrastructures, des secteurs porteurs de croissance, beaucoup de choses ont été faites. On les abordera certainement dans le deuxième axe. Et il faut noter simplement que beaucoup de financements ont pu voir le jour. Et je pense que c'est de l'ordre de 100 milliards d'ouguiyas, dont un bon pourcentage de dons qui serait évalué à 60% de dons, donc ce qui donnera moins peu coûteux au regard des standards de taux d'intérêt internationaux. Donc tout ceci constitue des mesures qui ont été prises en matière de gouvernance. Au niveau du développement local, une vision très bonne vision du développement local est introduite à travers des programmes novateurs qui consistent à former, impliquer davantage les acteurs du développement local, qui sont les maires, les conseillers municipaux et les agents locaux, à les impliquer dans la gestion des affaires des communes. Cette vision a permis la naissance d'un certain nombre de programmes, tels que le programme national de PNIDL, tels que le programme Vaincre et le PASC, qui sont des programmes novateurs qui permettent justement de renforcer les capacités des communes pour leur permettre de gérer directement des compétences qui leur ont été dévolues par l'État et dont la gestion n'est pas tout à fait totale au regard des insuffisances de capacité des communes. Donc, je crois que plusieurs milliers d'agents communaux ont été formés, des centaines de millions d'appuis ont été consentis aux communes, tout ceci pour permettre justement de mettre les communes à un niveau de développement qui leur permet de maîtriser eux-mêmes le développement local. Un autre aspect très important a été développé, c'est les pôles de population, que j'appelle des pôles de population, et j'espère qu'ils seront des pôles de développement. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu, c'est que ces pôles de population, ces pôles de concentration de population, de regroupement de population, soient transformés dans les exercices à venir en véritables pôles de développement. Pour l'instant, c'est des pôles où on regroupe les populations à travers la création d'un certain nombre d'infrastructures utiles, telles que les écoles, les routes, les mosquées, mais
bientôt, dans les années à venir. Les exemples de Borat et les exemples de Borat, de Termesse et bien d'autres, d'Abou Lahraz et autres. De nouveaux pôles ont été créés cette année. Ces pôles seront transformés en pôles de développement où des véritables activités de développement pourront voir le jour autour de ces pôles. Ça relève d'une vision équilibrée de l'aménagement du territoire et qui certainement donnera un plus de nouvelles stratégies d'aménagement du territoire qui sont mises en œuvre. En tout cas, cette vision permettra certainement un plus grand équilibre spatial et introduira une nouvelle vision au niveau de l'aménagement du territoire. Monsieur Khan, cette amélioration de la gouvernance publique, qu'est-ce qu'elle a permis à votre secteur en particulier, le secteur de l'énergie, des mines et du pétrole? Exact. Donc, vous me permettrez de l'aborder uniquement sur cette question-là parce que c'est celle sur laquelle je peux probablement apporter des éclairages. Comme vous savez, les secteurs dans lesquels nous sommes sont des secteurs très importants en termes d'interface avec l'extérieur déjà. En ce qui concerne les hydrocarbures, aussi bien amont qu'aval que les mines, les principaux opérateurs, c'est des opérateurs étrangers qui viennent et qui s'attendent à avoir un cadre d'action rassurant parce que quand on va faire des investissements de plusieurs centaines de millions, on veut bien être sûr que son argent est bien gardé. Donc, de ce point de vue-là, les codes miniers et pétroliers qui ont été mis en place, l'adhésion et le point d'achèvement de la Mauritanie à l'initiative pour les industries extractives et obligation qui est faite maintenant à tous les opérateurs qui viennent d'adhérer eux-mêmes à cette initiative pour que la transparence soit sur toute la chaîne de valeur, ont été des avancées extrêmement importantes. Je pense que ça contribue non seulement à rassurer l'opérateur, mais ça contribue à mettre les opérateurs nationaux et les opérateurs, les représentants de la force publique dans une situation où ils sont beaucoup plus à l'aise parce qu'agissant sur la base de textes qui sont clairs et compris de tout le monde. C'est probablement la première fois que dans ces secteurs-là, on se trouve dans une situation aussi favorable. Et heureusement, parce que c'est une année, comme nous l'avons dit, très difficile pour ces industries-là. L'industrie minière et même l'industrie des hydrocarbures a connu une année assez spéciale. Et je pense que le fait d'avoir eu ce cadre opérationnel aussi attrayant a permis d'amortir un peu le choc qui nécessairement ne manquera pas d'arriver dans la mesure où c'est quand même une chute drastique des prix dans les mines et c'est des perturbations très importantes dans le secteur des hydrocarbures. En ce qui concerne le troisième volet du département qui est l'énergie, donc l'électricité en particulier, beaucoup de choses restent à faire, notamment en termes de régulation. Des avancées ont été faites en termes de stratégie. Nous avons maintenant, en tout cas, l'ébauche d'une stratégie pour le développement des énergies renouvelables. Nous avons mis en place un certain nombre de réformes qui permettent une segmentation des activités qui donnent une visibilité financière du secteur beaucoup plus importante. Comme vous savez, c'est un secteur qui a été longtemps soutenu et beaucoup subventionné. Et l'essentiel maintenant, c'est d'en faire un secteur à l'équilibre interne suffisant pour ne pas avoir à peser sur les finances publiques. Donc, du point de vue de la gouvernance, on va dire que plus de la moitié du chemin a été fait. Des choses restent à faire. Mais que ce qui a été fait est encourageant parce que ça a permis d'amortir les chocs exogènes qu'on a à amortir aujourd'hui du fait des nouvelles conditions du marché. Mohamed, est-ce que la gouvernance a touché aussi le domaine politique? Naturellement,
puisque le domaine politique, à mon avis, est un domaine à la matière structurant, puisque la gouvernance, elle a été améliorée autant que s'est trouvé raffermi la question des droits de l'homme et l'amélioration de la gouvernance publique de façon générale. De façon générale, aussi bien en ce qui concerne la gouvernance diplomatique, la gouvernance économique, la gouvernance territoriale, mais la gouvernance également environnementale et la gouvernance administrative. De façon rapide, je dirais qu'au plan du raffermissement des droits de l'homme, et l'année 2015 a connu des contacts, des réunions préliminaires, en ensemble, donc toute une dynamique qui a été engagée par les pouvoirs publics avec les partis de l'opposition, visant justement à lancer un dialogue inclusif. Et les journées préliminaires qui ont été organisées en septembre 2015 ont permis quand même de passer en revue l'ensemble des questions nationales, les questions d'intérêt, et par conséquent, parfois même la note durement et férocement critique a été de mise, et par conséquent, ces journées préliminaires ont abouti à l'adoption d'un document qui retrace l'ensemble des questions nationales et qui devrait normalement aboutir au lancement d'un dialogue inclusif qui est la voie la plus appropriée. Et à ce titre, je ne manquerai pas de souligner que son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a toujours demandé, il a toujours réitéré la nécessité du dialogue. Il a toujours tendu la main et par conséquent, pas plus tard qu'au moment de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, vous me permettez de le citer en la matière. Donc son Excellence a réitéré son appel au dialogue. En ce jour heureux et mémorable, je tiens à réaffirmer notre attachement au dialogue comme méthode de résolution des obstacles et d'entraide pour construire la patrie. J'appelle tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les oulémas et les leaders d'opinion à entreprendre la vulgarisation de la culture du dialogue et de l'ouverture sur toutes les tendances et sensibilités nationales. Donc, à cette occasion, cette dynamique se poursuit toujours, indépendamment de cet aspect. Je disais tout à l'heure gouvernance diplomatique. Nous savons que la Mauritanie a mis à profit sa présidence de l'Union africaine en 2015 et ça a permis de faire rayonner le pays sur toute la scène internationale en contribuant à la résolution d'un ensemble de conflits régionaux ou sous-régionaux, mais également en déterminant la position et le rôle éminemment positif de la Mauritanie au plan de la communauté internationale. Et bien sûr, les diplomaties mauritaniennes, qu'il s'agisse de représentations diplomatiques et consulaires, ont été renforcées et par conséquent, elles jouent un rôle de plus en plus important, surtout en ce qui concerne la vulgarisation des opportunités d'investissement en Mauritanie, pour mieux attirer l'investissement étranger direct, mais aussi ces ambassades ont joué un rôle extrêmement important pour mieux encadrer, mieux gérer les ressortissants de la Mauritanie à l'extérieur et leur créer des conditions donc, qui améliorent leurs conditions de séjour. Indépendamment de la gouvernance diplomatique, la gouvernance économique, les collègues l'ont passé en revue tout à l'heure, et par rapport à l'enjeu sécuritaire, puisque quand même ça fait partie de la gouvernance. La Mauritanie, depuis l'accession donc de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, des efforts particuliers ont été entrepris et des mesures
volontaristes ont été également prises, ce qui a permis de renforcer les forces armées et de sécurité, ce qui permet aujourd'hui à l'ensemble des citoyens mauritaniens d'être totalement paisibles et de vivre en paix, mais également ces forces armées et de sécurité qu'on ne peut que féliciter parce qu'elles constituent aujourd'hui des remparts solides et efficaces pour protéger les frontières de notre pays. Et comme vous le savez, la sécurité est extrêmement importante pour la promotion des investissements, pour vraiment booster le développement économique et social de façon générale. Mais également, je voudrais dire rapidement que également à ce niveau-là, on ne manque pas de souligner le raffermissement des droits de l'homme. Et à cet effet, une feuille de route a été mise en place et puis sa mise en œuvre a commencé pour l'éradication des formes contemporaines d'esclavage. Et cela, bien sûr, a suscité un ensemble de révisions au niveau d'un ensemble de textes législatifs pour criminaliser la pratique, mais pour également en pénaliser les différents aspects. Ça concerne également l'aspect torture qui a été également pénalisé et criminalisé, et des mécanismes opérationnels ont été également mis en place et ils continuent d'être donc mis en œuvre. Au plan territorial, il faut dire également que conformément à la loi, aux orientations de la loi en matière d'aménagement du territoire, comme souligné tout à l'heure par monsieur le président député, il y a eu donc un ensemble de mesures qui ont été prises pour mieux équilibrer et organiser ce volet-là, à travers les regroupements, mais à travers également le renforcement du développement local, à travers la formation et le renforcement des capacités au niveau des communes, mais également au niveau des wilayas, par rapport au renforcement des ressources humaines, puisque comme vous le savez, le facteur humain est fondamental. C'est à travers son efficacité, à travers son efficience, que sera mieux exercer le service public au profit du citoyen. Et au niveau environnemental, le collègue a souligné tout à l'heure COP 21 qui s'est déroulé en France. Et puis, avec le changement climatique, les pouvoirs publics également sont en train de prendre un ensemble de mesures extrêmement importantes. D'abord en matière de législation et d'adoption des législations internationales s'y référant, mais également en matière de protection de la ville de Nouakchott, que ce soit de l'ensablement ou de la remontée marine. Tout cela donc s'insère dans des efforts globaux et puis pour finalement revenir à la gouvernance administrative, puisque l'homme est une condition sine qua non à la mise en œuvre de toute stratégie, en matière de conception, en matière de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Donc le volet a été porté sur l'amélioration des ressources humaines, mais également sur l'organisation et la modernisation de l'administration pour vraiment devenir une administration au service du citoyen et à l'entente du citoyen. Voilà. On va aborder le deuxième axe, mais juste avant, un mot, s'il vous plaît, sur le comportement du citoyen mauritanien vis-à-vis de la chose publique, suivant cette nouvelle vision de la gouvernance publique. Est-ce que le comportement du gestionnaire mauritanien vis-à-vis de la chose publique a changé grâce à cette nouvelle vision, à cette nouvelle approche? Moi, je crois qu'il y a tout un tas, de dispositions, en matière d'abord en matière de contrôle à l'amont, parce que au niveau des services du ministère des Finances, il y a je dirais, il y a des règles de gestion assez prudentes en amont de la dépense publique, qui font que le gestionnaire ne peut plus faire n'importe quoi, parce que la gestion, la mise à disposition des fonds est conditionnée par un certain nombre de programmes
par un certain nombre de dispositions administratives qui font que le gestionnaire est obligé de remplir certaines conditions pour accéder au fonds. Ça, c'est a priori. A posteriori, il y a évidemment tous les dispositifs de contrôle que l'on connaît, les organes de contrôle qui sont assez nombreux, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État, l'inspection générale, tout un tas de beaucoup d'organes de contrôle qui font que maintenant la chose publique, les gestionnaires font de plus en plus attention à ce qu'ils font, surtout que les contrôles deviennent de plus en plus impersonnels et les sanctions de plus en plus fréquentes et de plus en plus rigoureuses et l'administration ponte à les mettre en œuvre. Donc je pense que, en tout cas du côté du Parlement, au vu des missions également qui nous sont dévolues de contrôle de l'activité du gouvernement, nous pensons que un certain nombre d'avancées ont été réalisées en matière de lutte contre la mauvaise gestion et surtout en matière de regard de plus près de la gestion des affaires de l'État par les organes qui en ont la charge. Il est évident que l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, en tant qu'organe chargé également du contrôle de l'activité de l'action du gouvernement, entreprend lui aussi des dispositions qui lui sont dévolues par la loi et les exerce pleinement. Donc je pense que tous les organes en charge de l'activité du contrôle remplissent chacun ce qui concerne. Il est évident que tout cela constitue un début et que nous héritons d'un très fort héritage d'imperfection au niveau de la gestion. Notre administration est encore tributaire de beaucoup de manque d'organisation, elle est encore tributaire de beaucoup de manque de procédures. Tout ceci fait que les gestionnaires sont parfois confrontés à des situations assez difficiles, mais je pense que beaucoup des avancées ont été faites. C'est clair. Vous avez un ajout Oui, par rapport à cette question, justement. De façon brève, Mohamed, parce qu'on va aborder le deuxième axe. D'accord, par rapport à cette question, justement, je voudrais souligner quand même que deux piliers fondamentaux du programme électoral du président de la République constituent dans la bonne gouvernance et la lutte contre la gabegie. Ce sont déjà des remparts par rapport à des pratiques qui sous-tendent la question que vous avez posée. Donc désormais, il s'agit de mesures très fermes et ça procède d'une prise de conscience même de la part du fonctionnaire qu'il faut désormais se comporter comme il se doit. Mais par ailleurs, et vu l'impact que justement la lutte contre la gabegie a permis de réaliser, puisque toute l'économie au niveau des finances publiques ont permis de mettre en œuvre un ensemble de programmes et d'infrastructures à tous les niveaux, sanitaires, hydraulique, transport, agriculture, élevage, tout cela, ça a permis aux fonctionnaires de prendre conscience également de l'utilité de ce genre de mesures et par conséquent qu'il est interpellé lui-même de par sa propre conscience professionnelle à donc mieux assurer la bonne gouvernance et à lutter contre la gabegie. Également, un autre volet, par rapport à la question, et ce n'est pas seulement lié au comportement du fonctionnaire en tant que tel, mais également il y a un rôle vis-à-vis de l'usager de l'administration. L'usager de l'administration, le citoyen ordinaire, devrait justement être plus exigeant par rapport aux résultats et par rapport au comportement de l'opérateur du service public. Et à ce niveau, justement, les partis politiques, la société civile, toutes les organisations donc, de presse, tout ce qui procède de l'information, de l'éducation et de la communication a un rôle crucial à jouer pour justement changer les mentalités afin que tout cela va de pair. Parce que je peux ajouter à ça, c'est surtout devant des spécialistes comme Mohamed et le député. Je pense que le civisme, de toute façon, le changement dans le civisme est générationnel. Donc c'est d'abord une question d'éducation. Le fonctionnaire, il est aussi un citoyen, donc il vient dans son travail avec tout son vécu de citoyen, mais je pense qu'il a mis en place des règles claires
a considérablement amélioré la situation. Force est de reconnaître de toute façon qu'on n'est pas aujourd'hui dans la situation où on était il y a quelques années. L'adoption d'un code des marchés publics qui est devenu maintenant une tradition dans l'administration, je veux dire quand tous les opérateurs se l'approprient, le respect d'une saine concurrence, la prise de conscience du fonctionnaire ou de l'opérateur public qu'il est garant d'une saine concurrence et que c'est à son avantage. Je pense qu'effectivement, avec les mesures qui ont été prises depuis quelques années, la situation a changé parce qu'il y a un arsenal répressif, mais ce que je voudrais souligner, c'est que le plus important, c'est l'arsenal pédagogique qui doit accompagner et que donc le changement sera générationnel, mais que les efforts qui ont été faits et les résultats tangibles qui sont visibles aujourd'hui sont à ce sens encourageants. Voilà. Ce qui a permis, entre autres, Zeni, une émergence d'une économie compétitive, génératrice de croissance partagée. Quelle lecture faites-vous du bilan du gouvernement dans ce sens? Comme je l'ai dit au début, parce que les mérites du bilan du gouvernement, il faut le dire, les mérites du bilan du gouvernement est d'avoir pu, justement grâce à cette gestion rationnelle des ressources et à cette vision qui a consisté à orienter les investissements publics vers le secteur productif. Donc tout ceci a permis de maintenir un taux de croissance relativement important dans un contexte, comme je l'ai dit, international, particulièrement difficile où les taux de croissance avoisinent zéro pour ne pas être négatif dans certaines économies. Donc ceci constitue des efforts certains que le gouvernement a entrepris et qui ont permis justement d'aboutir à ces résultats. Les prévisions de 2016 dans le rapport du gouvernement prévoit une croissance plus importante que celle de 3,1 observée, grâce notamment à l'entrée en production du projet GAL, qui va devoir faire accroître la production de la SNIM de 13 à 16 tonnes 16 millions de tonnes l'année. Donc ça va permettre justement d'améliorer, de porter le taux de croissance prévisionnel pour 2016 à 5,2%. Donc les perspectives sont bonnes de ce point de vue-là. Et je pense que effectivement, comme je l'ai dit, les perspectives sont bonnes. L'inflation est maîtrisée autour de son niveau de 2014, autour de 5%. Donc tout ça constitue de bons résultats sur le plan économique et qui vont certainement devoir impulser les secteurs productifs et qui vont générer donc la croissance nécessaire pour que tous les secteurs productifs ensemble fassent émerger cette économie dans le sens de... Mais comment expliquez-vous, M. Zeni, le fait que la croissance, elle est là, les chiffres le prouvent, elle est là, mais ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Comment expliquez-vous cela aux citoyens lambda que je suis? Ça se ressent bien dans le panier de la ménagère, parce que le panier de la ménagère, si ça ne se ressentait pas, on n'aurait pas les mêmes prix. Mais on évoque la hausse des prix, la hausse effrénée des prix de certains denrées de première nécessité. Je ne suis pas très sûr qu'il y ait une hausse effrénée. Par contre, moi, je pense que ça se ressent au niveau du panier de la ménagère, parce que les prix sont pratiquement les prix de l'année passée. Et donc, je pense que c'est en cela que ça se ressent. Et je pense qu'il ne faut pas considérer la croissance comme étant quelque chose qui se comptabilise par an. La croissance, c'est au niveau des secteurs de l'économie, au niveau de l'emploi, de la création d'emplois, au niveau de la création de valeur ajoutée, au niveau de l'augmentation du niveau de la production. Donc, c'est ça que mesure la croissance. Et ce n'est pas quelque chose qui se ressent au niveau du salaire, c'est pas parce qu'il y a 3% que les prix vont tout de suite baisser. Il y a 3%. C'est que d'abord, les prix n'ont pas augmenté. L'inflation est maîtrisée. Les prix n'ont pas augmenté parce que l'inflation est maîtrisée. Si l'inflation n'était pas maîtrisée, les prix de certaines denrées ont augmenté, notamment les prix de riz ont augmenté. Les prix de riz ont augmenté parce que l'État veut qu'ils augmentent. Parce que l'État veut augmenter la proportion
des consommateurs mauritaniens à consommer le riz mauritanien qui abonde dans le marché. On le verra quand on parlera de l'agriculture. Les chiffres avoisinent 80% de couverture des besoins de consommation de riz, tel que c'est annoncé dans le discours du Premier ministre. Donc c'est voulu, cette augmentation est voulue. L'augmentation de certains produits est voulue pour protéger les produits nationaux. Ça se fait dans toutes les économies. Dans toutes les économies du monde, on protège les produits nationaux, particulièrement dans les économies émergentes où la concurrence des produits nationaux par rapport aux produits importés n'est pas évidente. Donc c'est une hausse voulue, mais à part ça, les prix sont stables parce que l'inflation est maîtrisée. C'est en cela que la politique du gouvernement, jusqu'à présent, donne de bons résultats. Et il faut surtout l'éviter à penser que chaque fois qu'il y a de la croissance, les revenus vont tout de suite augmenter. Ça ne se ressent pas tout de suite. D'abord, ce n'est qu'une croissance de 3%. Ensuite, ça ne se ressent pas directement ça ne se ressent pas directement. Ça se ressent en termes de grands équilibres macroéconomiques, ça se ressent en termes de niveau des prix, ça se ressent en termes de grande masse, pas en termes de revenus. Mais il faut dire que l'économie mauritanienne est stable, que le niveau des devises permet encore une aisance au niveau des exportations. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'économies. Figurez-vous, dans certaines économies, le taux de croissance est de moins 20%. Dans certaines économies émergentes, actuellement c'est une très forte crise, dans certaines économies émergentes, le taux de croissance est de moins 3%. Donc je pense que dans ce contexte mondial marqué par cette crise, un taux de croissance de 3%, dans un contexte également marqué par la baisse des industries, des matières extractives, constitue un bon record économique. Et quels étaient les secteurs porteurs de cette croissance-là? Les secteurs porteurs de la croissance sont des secteurs porteurs classiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines non. L'agriculture, l'élevage, la pêche et dans une certaine mesure le commerce et les services. Le tourisme et tout ça. Donc le tourisme, les services, ce sont ces secteurs-là qui ont porté la croissance. Et c'est bien que nos investissements publics, c'est une bonne vision de l'État, que nos investissements publics aient été fortement orientés vers ce secteur. C'est ce qui a permis de booster la croissance, c'est ce qui a permis de maintenir notre économie dans cette situation, dans cette bonne situation. Et je pense qu'il faut surtout penser à ce qui se passe ailleurs, à ce qui aurait pu se passer si cette gestion rationnelle des ressources, cette orientation de l'investissement public vers les secteurs porteurs n'avait pas été entreprise par les pouvoirs publics. C'est en cela que cette action est bonne. Oui, moi je pense que le plus important qui a été fait, c'est précisément de booster l'attrait du pays pour les opérateurs privés internationaux, parce que de toute façon, il n'y a pas de secret, la croissance ne se fera pas uniquement avec des ressources internes. Je pense que la mise en place d'un cadre attractif et les efforts qui sont faits pour ancrer tous les secteurs productifs réellement dans l'économie, créer de l'emploi, créer de l'activité, que ces actions-là qui ont permis de supporter la crise, parce qu'effectivement il y a pour un pays comme le nôtre, dire qu'il y a une crise des matières premières, c'est dire simplement qu'il y a une crise économique, parce que on est fortement tributaire des matières premières. Aujourd'hui, je pense que, comme le disait Monsieur le Président, les efforts qui ont été faits en amont sont en train d'être payants, parce que les mesures prises permettent à ces secteurs-là, qui sont des secteurs porteurs de croissance, de ne pas mal se porter, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Nous avons également des perspectives intéressantes en termes de découverte, par exemple, de ressources gazières, qui n'auront pas, comme on le disait, un impact probablement
immédiat dans le panier de la ménagère, mais qui, en termes de confiance de l'investisseur, vont permettre de développer tous les secteurs connexes. Est-ce que, M. Khan, vous pouvez nous expliquer davantage de quoi s'agit-il justement à propos de ces découvertes? C'est tout simplement des permis d'exploration qui sont attribués depuis des années à des opérateurs connus, en l'occurrence donc l'opérateur Cosmos Energy, qui a fait dans le réservoir de tortues que nous partageons avec le Sénégal, qui est donc sur la frontière entre les deux pays, des découvertes intéressantes, qui est en train de valider ces découvertes-là et qui vont faire de notre pays un pays gazier important. Le niveau de réserve qui est en passe d'être prouvé ou certifié est important pour la taille de l'économie mauritanienne. Et sera exploité dans combien d'années? Écoutez, l'opérateur doit présenter son plan de développement qui doit être approuvé par le gouvernement. Traditionnellement, pour des gisements de ce type et de cette taille, il faut compter quelques années, donc de 5 à 7, on va dire, je m'avance. Mais c'est dans les proportions. Donc, il faut compter quelques années pour commencer à jouir réellement des résultats de cette découverte importante. Mais toutes les années qui vont être d'ici la sortie du premier gaz, c'est des années de préparation importantes, c'est des années créatrices d'emplois, c'est des années où nous devons nous préparer à former suffisamment de personnes pour exploiter correctement nos ressources. C'est réfléchir à la manière de l'intégrer le mieux possible dans l'économie, pas seulement du point de vue fiscal, mais du point de vue de la création de l'activité, de la création de sociétés de services qui sont des sociétés liées à l'activité gazière ou à l'activité en tout cas d'exploitation d'hydrocarbures. Donc c'est une excellente nouvelle dans le contexte actuel. Oui, par rapport justement à ces aspects liés à la croissance, ça se reflète, comme d'ailleurs souligné précédemment, à travers les équilibres macroéconomiques, mais également ça se reflète à travers la création de l'emploi. Ça se reflète également à travers le fonctionnement de tous les secteurs productifs qui permettent de créer l'emploi. Ça se manifeste également à travers le financement des infrastructures routières, portières, aéroportières, mais également ça se reflète à travers les aménagements agricoles et tout ce qui est pratiquement engagé pour le développement des secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais je voudrais également souligner que par rapport à la production locale, puisque tout à l'heure on parlait de la question du riz local, généralement plusieurs pays exportateurs de riz sont des pays qui subventionnent ce riz. Et par conséquent, généralement également ils font des efforts particuliers en matière, en matière bio. Alors que nous avons déjà l'avantage d'avoir un riz suffisamment bio, donc un riz qui a démontré certaines facultés thérapeutiques même. Donc pourquoi? C'est une question de civisme, c'est une question de prise de conscience. On doit consommer le produit mauritanien. Dès lors que le produit mauritanien maintenant, au gré des investissements qui ont été intégrés, permet d'arriver maintenant à un niveau de 80% des besoins de la consommation nationale. Et je crois que les pouvoirs publics sont en train de voir justement des mécanismes pour permettre, comme cela se fait partout ailleurs, de protéger la production locale, puisque tous les pays le font. Et même les instruments internationaux permettent également de prévoir des aménagements à ce niveau. Mais aussi, il y a un autre volet extrêmement important à mon avis, c'est que vu ce qui a été réalisé au niveau des
de l'agriculture, ce n'est pas seulement le riz, mais également il faut penser déjà à la nouvelle expérience en ce qui concerne le blé, indépendamment des céréales traditionnelles. Donc tout cela doit concourir à une prise de conscience pour mieux consommer, pour aller vers la consommation du produit local. Il y va du civisme et c'est un concours indirect également pour investir localement et pour booster les différents secteurs productifs en question. Voilà. Zeni, ce qui a été fait dans le domaine de l'énergie n'occulte-t-il pas ce qui a été réalisé dans d'autres secteurs, notamment le secteur agricole? On parle souvent de l'énergie, il a été fait... Moi, je pense que beaucoup de chantiers, au-delà de l'énergie et du secteur agricole, je pense que beaucoup de chantiers structurants, développants, ont été mis en place, ont été réalisés ces dernières années. Et le discours du Premier ministre en relate, en long et en large des exemples très, très parlants. Je commencerai par les infrastructures, des centaines de kilomètres ont été réalisés rien que l'année passée. Plus d'un millier de kilomètres sont en cours de réalisation. C'est très important. C'est plus que ce qu'il a été dans beaucoup de sous d'autres cieux. Et donc, des ports ont été réalisés. L'extension du port de Nouakchott a été réalisée. C'est un grand chantier. Le port d'Étanit est très avancé. Mais je dis très avancé. Bon, il serait à 30%, mais on espère que ces travaux vont se terminer en 2016. Un exemple de partenariat public-privé, mais également un ouvrage particulièrement structurant et je dirais même de souveraineté, c'est l'aéroport international de Nouakchott aussi, qui a vu le jour et qui a été un défi qui a défié beaucoup d'imagination. Beaucoup de gens pensaient que cet aéroport ne verrait jamais le jour, eu égard au montage particulier qui a été le sien, mais également eu égard aux études préalables qui avaient été faites et qui le plaçaient à un niveau d'investissement assez élevé, qui l'a entouré de beaucoup de réserves, qui ont fait partir d'ailleurs un certain nombre d'investisseurs qui s'étaient intéressés à cela. Donc c'était véritablement, pour moi, ça relevait du domaine de la gageure, ça a vu le jour, c'est un ouvrage extrêmement important, extrêmement structurant et particulièrement déterminant pour l'avenir du pays. Il a vu le jour. Dans le domaine disons dans le domaine de la pêche, beaucoup de choses ont été faites. D'abord, l'arsenal institutionnel a été mis à jour. C'est très courageux de faire une stratégie de pêche. Ça a vu le jour. Ça a permis d'innover. Ça a permis de créer un certain nombre de mécanismes et de dispositifs qui permettent de protéger la ressource et surtout d'organiser et d'arranger les différents modes d'accès à la ressource halieutique. Le code de pêche a vu le jour, un nouveau code de pêche également a vu le jour, c'est très courageux, c'est très important. Tout ceci a permis de réaliser des performances très importantes au niveau du secteur de la pêche en matière de recettes budgétaires, chiffrées à 11,9 milliards d'ouïas, qui ont connu un accroissement assez important par rapport à ce qu'il a été l'année passée, au niveau des ventes de la SMCP, donc au niveau des exportations de poissons. Mais également au niveau mais ça a permis aussi, c'est entré dans le cadre d'une visibilité qui a permis de négocier des accords avec l'Union européenne, cette fois-ci dans des conditions qui sont plus avantageuses que celles qui avaient été conclues par le passé, qui permettent le débarquement de toute la ressource pélagique, qui permettent la création de beaucoup d'emplois, mais surtout une enveloppe financière de 100 millions d'euros et une enveloppe de 4 milliards d'appui au secteur de la pêche. Tout ceci constitue des mesures très importantes. Mais d'autres mesures qui relèvent d'une vision stratégique, d'une vision stratégique du devenir de la pêche ont vu le jour. C'est la création, et de mon point de vue, c'est une très belle vision. C'est la création tout au long de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, de ce point de débarquement.
Parce que souvent, on dit que la capacité de débarquement du port de Nouadhibou, qui était pratiquement le seul port de pêche, est très limitée et ne permettait de débarquer que 300 000 tonnes sur les 1 200 000 tonnes produits. Donc, pour pallier cette situation, le gouvernement a décidé la création, et de mon point de vue, c'est extrêmement important, la création de points de débarquement. Voilà, l'un à 28 km de Nouakchott, l'autre à Ndiago, en plus du port de Tanit, qui est un port de pêche artisanale. Donc, tous ces points de débarquement permettront, tout au long de la zone économique exclusive, permettront justement de faire débarquer davantage de produits pêchés, et donc créeront de nouveaux emplois et introduiront davantage d'efficacité et d'efficience au niveau du secteur de la pêche. Donc je pense que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de mesures courageuses ont été faites, et qu'avec la création et l'achèvement des points de débarquement, le secteur de la pêche connaîtra certainement, et l'organisation de l'accès à la ressource, le secteur de la pêche connaîtra connaîtra certainement un nouveau regain d'efficience et d'efficacité. L'agriculture, des centaines d'hectares, des milliers d'hectares ont été aménagés. Rien que pour le riz, on est à combien? 500 000 hectares. On est à 500 000 hectares permettez-moi de vous donner les chiffres exacts pour ne pas raconter des bêtises. Oui. On est à 57 000 hectares. 57 000, je pense qu'il y a quelques années, on était à 20 000 hectares. Donc la superficie d'aménagement du riz a plus que doublé. Tout au long de la vallée, des centaines d'hectares ont été aménagés. Ça introduit davantage d'équilibre pour que ce ne soit pas toujours le riz, mais des centaines d'hectares ont été aménagés le long de la vallée. Donc tout ceci a permis un accroissement de la productivité en riz, qui est passé à, je crois, 5,2 tonnes, 5 tonnes à l'hectare, ce qui est très important par rapport aux normes d'usage dans la région. Et ça permet de couvrir l'essentiel des besoins du pays en riz. Et c'est justement ce qui justifie, pour revenir à la protection du riz, parce qu'on est proche de l'autosuffisance en riz, il faut le protéger pour que le consommateur mauritanien ait plus de propension à le consommer. Parce que vous savez, le consommateur est parfois rébarbatif, il est parfois difficile à accepter de nouveaux produits. Et comme le riz mauritanien est un produit nouveau sur le marché, il est évident que soit il faut le brader, comme font les gens qui entrent sur le marché, qui veulent le conquérir, et comme nos producteurs ne sont pas très forts pour brader leurs produits, il faut que l'État, de l'autre côté, protège ces produits. Et c'est connu, la protection des produits agricoles. Tous les pays du monde protègent, particulièrement dans l'agriculture, protègent leurs produits, et les gouvernements mauritaniens protègent ces produits. Donc je pense que au niveau du secteur productif, beaucoup de choses ont été faites. Des choses sont en perspective pour l'année 2016. Cela permettra certainement de jubiler. C'est clair. Monsieur, je profite de l'occasion de votre présence pour vous poser une question qui est pratiquement sur toutes les lèvres, à savoir que quand le prix du baril du pétrole était à $100, j'achetais le prix du gasoil à la pompe à 384 $. Aujourd'hui, qu'il aussi entre 25, 30, 35 $, je paye toujours le litre du gasoil à la pompe à 344 $. Comment cela peut-il s'expliquer? Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce que disait Zeyni sur l'énergie est souvent perçue un peu comme l'aristocratie des infrastructures, pour la simple raison que ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, quand on parle de la pêche, quand on parle de l'agriculture, je prends pour exemple la ligne qui a été réalisée en moyenne tension entre Rosso et Bogué. Elle a radicalement changé la vie des agriculteurs de cette région parce qu'ils ont eu accès à une énergie fiable et de meilleur marché. Pour la pêche, ça va être pareil. Pour les mines, je veux dire, dans n'importe quel secteur productif, la première question qu'on se pose, c'est que représente le poste énergie dans la production. Donc c'est pour cela que probablement tous ces efforts ont été faits dans l'énergie, et c'est pour cela aussi que probablement les résultats de ce qui arrive dans le secteur de l'énergie sont plus visibles qu'ailleurs.
Donc c'était juste un peu pour apporter cet éclairage-là. En ce qui concerne les prix à la pompe, c'est une question récurrente, bien sûr, que vous vous posez, que je me pose comme citoyen. Mais d'abord, il faut poser les fondamentaux. Dans tous les pays du monde, le secteur des hydrocarbures est un instrument fiscal. Donc la Mauritanie, à cet égard, n'est pas une exception. Ce n'est pas le seul pays où il y a une fiscalité sur les hydrocarbures qui est relativement pesante. C'est partout pareil. Et la question qu'il faut poser, c'est probablement la question inverse. C'est que quels étaient les efforts faits par l'État pour maintenir le prix au niveau dont vous parlez, pendant que les prix du pétrole étaient très élevés. Il y avait un lissage. L'État subventionnait massivement, il y a eu entre 2010 et 2015 plus de 50 milliards de guinées de subventions. Pour vous et pour moi, à la pompe, à chaque fois qu'on allait prendre de carburant. Donc bien sûr, quand les prix baissent, on voudrait tous voir les prix à la pompe à la baisse. Comme ce qui se passe d'ailleurs dans tous les pays. Comme ce qui se passe, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Je veux dire, dans tous les pays, quand vous prenez n'importe quel pays, je vous laisse libre de choisir, et posez-vous la question, entre le moment où le prix d'achat par ce pays-là de ces hydrocarbures a baissé et le moment où la répercussion à la pompe a été faite, quel temps ça a pris. Si les prix restent bas durablement, nécessairement il y aura un ajustement, mais il y a des mécanismes transparents qui sont à la portée de pratiquement n'importe qui. En tout cas, il y a une commission nationale des hydrocarbures qui fait les calculs et qui fait des propositions, et les prix sont ajustés en fonction du prix d'achat par le pays. Comme vous savez, nous, tous les 2 ans, on lance un appel d'offres, on demande à des opérateurs de venir fournir le pays pendant 2 ans. Donc c'est le même opérateur qui va fournir pendant 2 ans les hydrocarbures liquides, et un autre opérateur qui sera choisi pour fournir les hydrocarbures, pour fournir le gaz butane. Donc, nous achetons auprès de ces opérateurs-là à des prix qui sont contractuels, qui sont influencés par le prix, bien sûr, du marché, mais pas de manière aussi linéaire qu'on le voudrait. Et comme je dis, l'État fait son calcul. Le ministre des Finances, il se dit, voilà, moi, pendant 10 ans, j'ai mis 100 milliards. Maintenant, avant de répercuter la baisse automatiquement, je vais le faire de manière progressive pendant 6 mois ou pendant 1 an, sachant que c'est une denrée qu'on ne contrôle pas du tout. Mettons-nous dans l'hypothèse où dans 6 mois, le prix du pétrole est à $100. Personne n'avait dit que le prix du pétrole serait à $30 le baril. Il n'y a pas un analyste, je l'ai mis au défi, qui a prévu ça il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc si dans 1 an ou dans 6 mois, on se retrouve à un prix de $100, ce sera extrêmement difficile de vouloir répercuter la hausse aussi automatiquement qu'on le voudrait aujourd'hui dans la répercussion de la baisse. Donc je pense qu'il y a des ajustements, il y a une explication probablement à faire en direction du citoyen que vous êtes, que je suis, mais qu'il y a aussi à être rationnel et à aborder cette question de manière la plus raisonnable possible. Nous voudrions tous voir les prix des hydrocarbures baisser, et la meilleure chose que la Mauritanie peut faire, c'est d'utiliser c'est de valoriser ses ressources en hydrocarbures, en gaz. On espère que dans les permis qui sont en exploitation aujourd'hui, il y aura aussi de l'huile, enfin du pétrole, et donc de gérer rationnellement ces ressources-là. Nos besoins ne sont pas énormes. Nos ressources sont très intéressantes, et je pense qu'un équilibre peut être trouvé assez rapidement. Mais une baisse automatique par rapport à la fluctuation du marché n'est certainement pas souhaitable pour le citoyen, parce qu'elle peut être à la hausse ou à la baisse.
Oui. Oui, avant de donner la parole. Justement, je voudrais apporter un petit éclairage. Et je vais juste réagir par rapport à un chiffre que notre ami Khan vient d'avancer. Les carburants des hydrocarbures étaient subventionnés ces dernières années autour de 40 milliards. Il a avancé un chiffre de 40 milliards. Vous savez qu'est-ce que représente 40 milliards? 40 milliards, c'est l'enveloppe allouée au programme EMEL, qui est également un programme de subvention. Autrement dit, c'est une question de priorité. Le gouvernement s'est dit, moi, je préfère subventionner à 40 milliards d'ouguiya, des produits de base qui vont aller vers des populations pauvres, sans revenus, à des revenus très bas, qui vont subventionner les aliments de bétail dans les périodes de sécheresse, qui vont permettre de réagir aux crises alimentaires. Je préfère dégager 40 milliards d'enveloppe, quitte à ne pas céder les 40 milliards que j'ai subventionnés. Donc c'est une question de choix économique. Je préfère surtaxer le carburant pour venir en aide aux populations les plus démunies dans le cadre d'un programme social qui ne court pas des rues. Et donc, c'est un programme qui est à mettre à l'actif du gouvernement et qui est un programme assez courageux. Parce que pour dégager 40% du budget de l'État, de tous les budgets, c'est pas seulement du budget d'investissement, tous les budgets, y compris la solde, pour dégager 40 milliards pour venir en aide aux populations les plus pauvres, il faut avoir de la ressource pour cela, surtout dans un contexte de rareté de la ressource. Et donc, ceci justifie peut-être que le gouvernement ne s'empresse pas à réduire les taxes qu'il perçoit sur le carburant. C'est clair. Justement, je voulais abonder dans ce sens, à travers l'angle qui a été traité tout à l'heure par M. Zeni, pour dire que derrière la question des prix, il y a effectivement une question de choix stratégique à opérer. Et en la matière, effectivement, le choix stratégique a été de se porter sur l'assistance à des populations vulnérables dans un contexte particulier. Et cela mérite quand même d'être évalué également comme tel. Et comme choix stratégique, ça doit être mesuré également dans les mêmes proportions. Je voulais également, par rapport au secteur de la pêche, indépendamment de ce qui a été dit par Zeni, dire qu'il y a eu des efforts énormes au niveau de ce secteur, non seulement par rapport à la protection et à la valorisation de la ressource, mais également à l'intégration du secteur de la pêche dans le circuit économique, mais également le rôle que joue désormais le secteur de la pêche dans la sécurité alimentaire. Puisque aujourd'hui, le poisson est distribué par la société concernée au niveau du secteur, au niveau pratiquement déjà de 14 wilayas. Et cela, donc, contribue largement à la sécurité alimentaire, mais également permet et procède d'une volonté de changement des habitudes alimentaires pour plus de protéines et par conséquent pour plus d'apports nutritifs. Mais je voudrais également dire que par rapport à... Il y a des efforts également extrêmement importants au niveau de l'élevage, autre secteur productif. L'élevage qui recèle de potentiel énorme. Nous savons qu'il n'y a pas de statistiques récentes, mais des statistiques qui existaient, vraiment des nombres en cheptel extrêmement importants, mais qui n'est pas suffisamment valorisé. Déjà, l'apport institutionnel consistant à la création d'un ministère spécifique de l'élevage, déjà procède de cette volonté justement de spécifier institutionnellement un secteur pour étudier les stratégies idoines pour mieux développer ces secteurs. Mais également, nous avons par rapport à la viande rouge une étude actuellement en cours et c'est un potentiel extrêmement important. Nous avons des possibilités de pouvoir ravitailler non seulement la zone ouest africaine, mais également les pays du Maghreb. Nous avons à côté la République sœur d'Algérie qui importe la viande rouge du Brésil, alors que si les conditions ont été créées pour l'exploitation de la viande rouge, et donc ça aurait pu être placé au niveau de ce pays. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on continue encore à exporter le bétail vivant, ce qui en diminue la valeur et par conséquent, ça ne permet pas d'en tirer tout le profit qu'il faut. Donc avec les nouvelles infrastructures, avec la nouvelle politique et les nouvelles stratégies mises en place par le ministère de l'Élevage, vraiment la vision se dégage encore de façon plus précise et nous nous attendons
dans un échéancier pas très long, à pouvoir vraiment valoriser ces produits, tous les produits du cheptel mauritanien et les produits dérivés qui constituent quand même une valeur marchande extrêmement importante. Voilà. Je dirais seulement par rapport au secteur hydraulique, puisque quand même, le secteur hydraulique, autant comme le secteur énergie, sont extrêmement importants. Pour les secteurs productifs, l'énergie est extrêmement importante. Et je me réjouis du fait des grands efforts qui ont été entrepris dans ce cadre-là. Et surtout par rapport à l'énergie renouvelable. Nous sommes en train d'explorer maintenant et de réaliser par rapport à l'énergie éolienne, par rapport à l'énergie solaire, vraiment des efforts considérables. Et je parle sous le contrôle du représentant du ministère de l'Énergie. En matière d'énergie éolienne, on est déjà à peu près à 30%, alors que l'objectif pour l'année 2020, même au niveau continental, c'était 32%. Donc, ça implique déjà un effort colossal. Par rapport à l'eau, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, surnommé Président des pauvres, attache un intérêt particulier à l'assistance des populations démunies et des populations pauvres. Dans toutes les zones où il y a encore des déficits hydriques à ce niveau, des efforts colossaux ont été engagés et permettent aujourd'hui d'approvisionner en eau potable un ensemble de régions. Non seulement Aftout Sahli, mais je pense particulièrement à toute la zone de l'Aftout Chirk. À partir de Vomlegreit, des travaux colossaux sont en train de se faire pour pouvoir drainer l'eau potable, pour alimenter toute une zone qui en manque et qui constitue vraiment un foyer extrêmement important, avec des populations qui ont connu déjà un niveau de regroupement pour bénéficier de l'accès aux infrastructures communautaires, et l'eau sera un capital fondamental. Mais également par rapport à notre effort vis-à-vis du tronçon Bogué, Alleg, Chegar, également des efforts sont entrepris pour pouvoir canaliser à partir du fleuve de l'eau potable pour des populations qui en ont besoin également à ce niveau. C'est clair. On abordera le dernier axe, à savoir le développement des ressources humaines et l'élargissement de l'accès aux services de base. Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine? Bon, moi je pense que je pense que beaucoup de choses ont été faites. Le rapport les relate assez avec beaucoup de. Je commencerai par le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation a connu une. Bon, au-delà de l'intérêt qui a été accordé par le président de la République en décrétant l'année 2015 année de l'éducation, c'est un geste, c'est vrai, c'est un geste, mais c'est un geste qui veut dire beaucoup, qui veut dire tout l'intérêt donné par le président de la République à ce secteur. Et naturellement, cela engage le gouvernement à attacher l'importance particulière, l'importance qui se doit à ce secteur. Je crois que dans ce domaine, ce qui est au-delà de l'aspect quantitatif du nombre de classes, du nombre d'écoles, de salles de classe construites, qui a permis d'ailleurs de donner de bons résultats, qui ne sont pas tout à fait nouveaux, mais qui a permis de les consolider, de scolarisation de 100%, peut-être même 102% pour les filles, etc. Tout cela a été consolidé cette année. Mais ce qui est important, c'est la nouvelle vision de l'éducation qui est consacrée par l'introduction de nouvelles approches, telles que la création des cycles de professeurs agrégés, telles que l'introduction des classes préparatoires dans les lycées, telles que éventuellement la préparation la préparation de certaines de nos écoles à devenir par la suite des grandes écoles pour accueillir les lauréats des grandes écoles. Donc tout ceci, au-delà de l'aspect infrastructure comme je dis, qui a été réalisé et qui continue de l'être par les différents départements. Nous savons que beaucoup de départements interviennent dans les infrastructures scolaires, que ce soit le ministère des Affaires économiques à travers le projet d'éducation, l'agence Tadamoun qui en fait, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc
toute cette synergie d'efforts a contribué à élargir le champ des infrastructures éducatives. Donc, au-delà de ceci, il y a eu également, sur le plan hard, sur le plan soft, je dirais, un certain nombre de mesures intéressantes, telles que la création des professeurs, du cycle de professeurs agrégés, des classes préparatoires, etc. Donc, tout ceci, certainement, donnera un saut qualitatif pour les années à venir au secteur de l'éducation dont le gouvernement est conscient et qui va certainement devoir consolider au cours de l'année 2016. Évidemment, au niveau de la formation professionnelle, une mise en adéquation de la formation professionnelle avec les besoins du marché a été faite de manière très réaliste, parce que elle a été faite quelquefois dans le cadre de partenariats public-privé. Donc des formations ciblées ont été faites pour les entreprises. Les entreprises expriment leurs besoins, les centres de formation professionnelle dans le cadre de contrats partenariats public-privé spécifiques entament ces formations. Donc beaucoup plusieurs centaines de formations professionnelles de courte durée ont été faites. Donc je pense que le chantier de l'éducation a connu, au-delà de l'aspect quantitatif, de l'aspect infrastructure, un saut qualitatif important, réaliste, et qui va devoir se consolider. C'est donc votre réponse à ceux qui dit que rien n'a été fait au cours de 2015, qui a été déclaré d'ailleurs l'année de l'éducation. Moi, je pense que le fait de déclarer 2015 année d'éducation ne peut pas être empêché. Le fait de dire, que le président de la République dise « je m'attache à l'éducation, j'engage le gouvernement à s'attacher à l'éducation » est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça ne peut pas ne pas avoir un impact. Le gouvernement a entrepris des dispositions particulières pour que l'année 2015 connaisse un boom en matière d'infrastructures éducatives. Et beaucoup d'infrastructures éducatives. Les procédures de passation des marchés ont été très fortement allégées pour permettre aux structures en charge de créer le maximum possible d'infrastructures éducatives. Tant et si bien qu'à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec, comme j'ai dit, des centaines et des centaines de salles de classe qui ont été construites. Et ça a permis, comme on l'a vu, et comme ça a été relaté dans le rapport, des résultats quantitatifs connus. Le taux de scolarisation est connu, il a été consolidé, il a été raffermi, et il est là, c'est 100%. Il est évident que également la construction des collèges, la construction des lycées permettra certainement d'améliorer le taux de scolarisation au niveau du secondaire et de l'enseignement technique. Donc je pense que des résultats probants ont été faits, et je pense que le secteur de l'éducation n'est pas un secteur, et là encore, c'est un peu comme quand vous disiez, vous parliez du panier de la ménagère en relation avec la croissance. Je pense que c'est pas un secteur où les résultats se perçoivent à l'année. C'est un secteur où les résultats se perçoivent sur des générations. Et quand des réformes probantes ont été faites en 2015, il ne faut pas s'attendre à avoir les résultats de ces réformes en 2015. Il faut les attendre peut-être dans plusieurs années. Et j'espère que les années à venir nous édifieront et nous montreront que les dispositions, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont les meilleures. Oui, donc moi je pense effectivement que le secteur de l'éducation, il ne faut pas attendre des résultats automatiques. Hein. C'est clair que c'est un travail de longue haleine. Je pense que beaucoup d'efforts ont été faits en termes de formation professionnelle, en termes d'enseignement technique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont très riches en ressources naturelles et qui sont des pays pauvres, mais qu'il n'y en a pas du tout qui ait mis l'accent et développé les ressources humaines et qui soient des pays pauvres. Donc d'où l'intérêt de développer les ressources humaines. Je pense que ce qui a été fait dans le département énergie, pétrole et mines est à ce titre assez exemplaire, c'est qu'aujourd'hui, tous les opérateurs qui ont des contrats de quelque type que ce soit des contrats de prestations intellectuelles ou des contrats de travaux, avec une des structures sous tutelle du département ou avec le département directement, sont tenus de mettre en place un plan de formation au bénéfice des personnels techniques, administratifs du département et des structures sous tutelle.
je pense que c'est déjà une étape très importante qui peut être généralisée et que au final, là par contre, sur une année, on peut voir quel est l'impact qu'a eu cette démarche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un contrat a été signé avec un opérateur, qu'il soit un cabinet qui réalise une étude ou une entreprise qui vient faire de la construction, des personnels mauritaniens, du ministère ou des structures sous tutelle ont été formés. Et donc, au final, à l'achèvement de ce projet, c'est une valeur ajoutée nette, visible, automatique, immédiate, qui peut être comptabilisée. Donc, je pense que c'est aussi des actions à multiplier. Mohamed, vous aurez le dernier mot parce que l'émission touche à sa fin. Oui, par rapport à l'éducation, il y a ce qui constitue les préludes à l'éducation. Et c'est un volet extrêmement important, c'est le préscolaire, qui prépare à l'école, donc les enfants à l'école. Et là, des efforts également ont été fournis et permettent aujourd'hui de pouvoir préparer suffisamment bien, à travers toutes les monitrices d'encadrement qu'il faut, l'enfant au préscolaire. Et donc, mieux il est préparé au niveau du préscolaire, mieux il accédera donc à l'école. Mais également, il y a l'enseignement originel, qui constitue un autre vecteur de patrimoine culturel et d'identité nationale, qui lui également a été l'objet de beaucoup d'efforts pour développer les mahadras, pour mieux les organiser. Et nous savons tous que la mahadra constitue une université ambulante et qu'elle constitue vraiment le fondement culturel et d'identité de ce pays. Et par conséquent, les pouvoirs publics ont investi énormément de moyens pour d'abord financer la mahadra, mais également pour l'organiser. Et je crois que l'organisation de la mahadra est un facteur extrêmement important. Donc il faut l'organiser, il faut que ceux qui sont à la mahadra en fin de compte se professionnalisent et puissent en fin de compte apprendre un métier qui va encore les aider dans leur vie active. Mais également c'est le cas pour les mosquées, pour toute l'étendue spirituelle, et surtout qu'en 2016, il est prévu de recruter encore 200 nouveaux imams. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'accès à la santé. La santé, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits en matière d'équipement, en matière de valorisation des ressources humaines, mais également en matière d'accès des populations aux services de santé. Et la santé de proximité au niveau des populations dans les zones les plus reculées. Ça, c'est extrêmement important, mais c'est dédoublé également de la valorisation des ressources en matière de docteurs, mais en matière de généralistes, en matière de docteurs spécialisés, de généralistes, mais également d'infirmiers majors et d'infirmiers médico-sociaux. Voilà. Une dernière question, oui. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir, Zéni? Moi, avant de parler des perspectives d'avenir, je voudrais dire deux petits mots qui ont attiré mon attention dans ce document. Moi, je pense qu'il y a une vision très courageuse que le gouvernement a entrepris et qui ressort de ce document. On en a parlé un tout petit peu, mais je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que le gouvernement a une idée très courageuse d'utiliser les eaux de surface pour l'adduction d'eau. Et c'est le projet le fleuve Sénégal aussi. Oui. Parce que, et je pense que dans les années à venir, et particulièrement en 2016, le gouvernement entend d'abord étendre le projet Vunglete, mais également réaliser l'adduction d'eau à partir du fleuve. Je parle des eaux de surface parce que les eaux souterraines, comme vous le savez, sont très limitées. Les eaux de surface sont abondantes. La Mauritanie est un bassin versant du fleuve Sénégal. Toute eau qui n'est pas retenue se déverse dans le fleuve et dans l'océan. Je pense que c'était une belle vision et que le gouvernement a vraiment raison de l'avoir fait et ça va continuer. Les perspectives. En amont, oui. En amont parce que il nous reste 2 minutes. Moi, je pense que les perspectives que nous avons, sont des perspectives de croissance. Et je pense que toute la tension du pouvoir
au-delà des perspectives gazières qui sont encore qui sont pas pour demain, je pense que toute l'attention des pouvoirs publics sera portée dans l'année prochaine sur la croissance, les différents vecteurs de croissance, le développement des secteurs porteurs de croissance, le développement des activités porteuses de croissance, la promotion du secteur privé comme vecteur essentiel de revenus, de création de valeur ajoutée et de création de croissance. Et c'est en cela que l'action des pouvoirs publics, comme le disait Mohamed, qui a placé la Mauritanie dans les 10 pays les plus actifs en matière de promotion du secteur privé et qui nous a permis, dans le cadre d'arrangements institutionnels et d'amélioration du secteur du climat des affaires, à gagner 8 points en matière de doing business. Et je pense que les pouvoirs publics continueront. Je pense que les perspectives continueront à... Voilà, sur cette bonne note, on terminera cette émission par ce qu'on me fait signe que le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Je vous remercie davantage, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Des remerciements en particulier aux équipes techniques qui ont assuré la réalisation et la mise en œuvre de l'émission. Au revoir et à la prochaine fois.